Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo chez vous. Je m'appelle Michel Biemton, journaliste web camerounais. Bienvenue à cette causerie citoyenne sur l'actualité camerounaise et africaine. Bienvenue à la chronique de MBT, mesdames et messieurs. Alors, je ne cesserai jamais de remercier tous ceux qui sont désormais abonnés sur ma chaîne YouTube. Que ceux qui ne l'ont pas encore fait, de grâce, puissent s'abonner à cette chaîne. Pour ce faire, il suffit simplement de suivre le schéma qui s'affiche au bas de votre petit écran. Vous cliquez sur le bouton rouge s'abonner ou alors subscribe. Et par la suite, vous cliquez sur la cloche de notification de telle sorte que chaque fois que je poste une vidéo sur cette chaîne, vous soyez les premiers à recevoir cette vidéo. Alors, mesdames et messieurs, cette édition de la chronique de MBT nous conduit en République démocratique du Congo. Comme vous l'avez vu tout à l'heure sur ces images qui ont été diffusées, il s'agit des populations de certaines localités à l'est de la République du Congo qui essayent de trouver un abri après avoir été déguerpis par les rebelles du M23, les rebelles Tutsis qui sont soutenus par le régime de Paul Kagame, le président du Rwanda. Le Rwanda, c'est un pays voisin de la République démocratique du Congo. Alors, l'actualité au niveau de ce pays est que le gouvernement congolais accuse le Rwanda de vouloir déstabiliser le pays à partir de l'Est en utilisant les rebelles du M23. Alors, la population, notamment au niveau de Goma, est descendue dans la rue pour fustiger les manigances du gouvernement rwandais et pour apporter son soutien au régime de Félix Tshisekedi, le président de la RDC. Alors, l'ambassadeur du Rwanda au Congo, qui s'appelle Vincent Karega, a été sommé par le gouvernement de la RDC, c'était le 29 octobre dernier, de quitter la RDC sous 24 heures. Alors, avant cette échéance, le plénipotentiaire rwandais avait déjà quitté la RDC pour se rendre au Rwanda en passant par le Congo Brazzaville. C'est dire si les relations entre la RDC et le Rwanda se sont sérieusement refroidies et le peuple congolais appelle de tous ses voeux à la rupture des relations diplomatiques avec le Rwanda, accusé, comme je le disais, de sponsoriser, de parrainer les rebelles du M23 qui sèment le désordre, qui déstabilise la RDC à partir, notamment à partir de l'est de ce pays-là. Bon, on a annoncé d'ailleurs que la localité de Rutshuru, qui se trouve de ce côté-là, est sous contrôle des rebelles made in Rwanda. Alors, mesdames et messieurs, pour que vous compreniez exactement ce qui se passe entre la RDC et le Rwanda, il va falloir qu'on remonte à la genèse du problème parce que ce qui se passe en ce moment en RDC a un lien avec l'histoire du Rwanda voisin. Tout commence le 1er octobre 1990. Le Front patriotique rwandais, c'est-à-dire que les rebelles rwandais qui se trouvaient à l'époque du côté de l'Ouganda, parce que Paul Kagame, qui était l'un des chefs de ce mouvement rebelle-là, a travaillé pendant longtemps
au sein de l'armée ougandaise en tant que patron des renseignements militaires. Parce que Paul Kagame, tout comme d'ailleurs les membres de ce mouvement rebelle, sont des fils des réfugiés Tutsis qui avaient fui le Rwanda en 1959 après l'indépendance de ce pays. Parce que, comme vous le savez, avant l'indépendance du Rwanda, et ce, des siècles durant, les Tutsis au Rwanda étaient considérés comme appartenant à la classe des seigneurs, à la classe des rois, qui ont assujetti la majorité Hutu. Alors, l'indépendance du Rwanda signifiait un affranchissement de la majorité Hutu, de la minorité Tutsi. Et les Hutus ont donc profité de l'avènement de l'indépendance pour régler leur compte aux Tutsis, pour persécuter la minorité Tutsi. Voilà pourquoi certains fuyaient qui vers l'Ouganda, qui vers le Burundi, qui vers le Zaïre, ou si vous voulez la République démocratique du Congo voisin. Alors, ils se sont donc installés en tant que réfugiés, bien sûr. Et Paul Kagame est donc l'un des descendants de ces réfugiés Tutsis qui avaient fui les persécutions de la majorité Hutu arrivée au pouvoir après l'indépendance du Rwanda. Alors, pour revenir donc aux rebelles du FPR, alors, ces derniers décident donc d'attaquer le Rwanda le 1er octobre 1990 parce que les membres du FPR avaient fait partie du NRA, donc un mouvement rebelle dirigé par Yoweri Museveni qui a renversé en 1986 le régime de Milton Obote. Alors, le FPR est donc créé par la suite, c'est-à-dire qu'un an plus tard, en 1987. Et c'est donc ce mouvement rebelle qui attaque le Rwanda depuis l'Ouganda. Alors, ils occupent donc le nord du Rwanda. Bon, malheureusement pour eux, ils vont se heurter à une riposte sévère de l'armée rwandaise qui était appuyée par le maréchal Mobutu Sese Seko. Voilà pourquoi j'ai toujours l'habitude de dire, c'est vrai, on va tout reprocher à Mobutu, paix à son âme. C'était un voleur qui a accumulé tellement de richesses mal acquises, qui était supérieur à la dette du Congo. Voilà, c'était un assassin, un criminel, un agent de la CIA, etc., etc. Mais l'on doit reconnaître à Mobutu qu'au moins l'unité et l'intégrité du territoire congolais étaient saines et sauves au temps de Mobutu. Ce dernier ne badinait pas avec l'unité territoriale du Congo. Rien à faire, nous devons marcher à fond, même conclure des accords avec le diable pour refaire l'unité du Congo. Rien à faire. Et le Congo restera un et indivisible. Alors je me pose la question de savoir si l'on entendrait parler du M23 aujourd'hui, si Mobutu était encore là. Alors pour revenir donc à nos moutons, Mobutu appuie donc le régime, parce qu'à l'époque, quand le FPR attaque le Rwanda, c'est Juvenal Habyarimana, le général, qui est le président du Rwanda. Il bénéficie donc du soutien du Zaïre de Mobutu, qui l'appuie à travers la fameuse DSP, Direction de Division Spéciale Présidentielle. C'est-à-dire qu'une unité spéciale de l'armée zaïroise très aguerrie, c'est-à-dire que quand vous entendiez parler de la DSP au Zaïre, mon ami, le billet du Cameroun là, c'est je ne sais pas, c'est l'arrière-petit-fils de la DSP zaïroise. Alors, ce sont donc les hélicoptères de la DSP zaïroise qui ont aidé Habyarimana à repousser les hommes de Kagame jusqu'à la frontière. Et cette riposte de l'armée rwandaise a conduit au fait que les rebelles du FPR ont perdu énormément d'hommes, à tel point qu'ils ont été obligés de replier vers l'Ouganda. Alors, ayant donc enregistré leur première défaite, qu'est-ce qui se passe par la suite? Une diplomate américaine en service à l'ambassade des États-Unis au Rwanda envoie une note de renseignement
au ministre de la Défense de l'époque, le ministre rwandais de la Défense, pour lui dire que voilà, les hommes de Kagame ont déjà infiltré Kigali, sont déjà nombreux, ils sont prêts à frapper certains sites stratégiques, certains sites militaires, etc., etc. Voilà comment le régime d'Abiyarimana, frileux, décide donc d'organiser la contre-offensive. C'est-à-dire qu'ils prennent l'information au sérieux et décident donc de s'organiser pour contrer une éventuelle attaque des FPR dans la capitale. Parce que cette attaque de Paul Kagame et ses hommes du FPR contre le Rwanda a poussé le régime d'Abiyarimana à durcir sa position vis-à-vis du FPR, vis-à-vis des Tutsis qui vivaient à Kigali et à travers le Rwanda. Les extrémistes au sein du régime de Habyarimana ont donc engagé une chasse aux sorcières. C'est ainsi qu'on procédait à des arrestations à travers Kigali. Là, c'était quelques jours après l'attaque du FPR du 1er octobre 1990. Les membres du régime de Habyarimana ont donc commencé à arrêter des milliers et des milliers de Tutsis comme de Hutus qui étaient soupçonnés d'être des soutiens du FPR. Bon, des innocents, bien entendu, des innocents qui n'avaient rien à voir avec le FPR, ont été emportés par ce tourbillon d'arrestations et tout, et tout, et tout. Et cette vague d'arrestations qui frappait les Tutsis a donc poussé la communauté internationale à présenter ces derniers comme étant persécutés par le régime Habyarimana, en majorité Hutu. Voilà comment les rebelles du FPR utilisent cela comme prétexte pour frapper à nouveau le Rwanda. Ils vont donc occuper le nord du Rwanda, ils vont se mettre à commettre un certain nombre de crimes, crimes de guerre, crimes contre l'humanité, à assassiner des civils, etc., etc. Bref, un conflit va éclater entre le régime de Habyarimana et les rebelles du FPR, commandés par le général-major à l'époque, Paul Kagame, qui était l'un des officiers supérieurs de l'armée ougandaise, dans laquelle il exerçait en tant que chef du renseignement militaire. Pour ramener le calme, la communauté internationale va donc initier les pourparlers d'Arusha. Le 4 août 1993, les deux parties, c'est-à-dire que le gouvernement de Habyarimana et les rebelles du FPR vont signer un accord. Et à la faveur de cet accord, certains membres ou alors certains responsables du FPR vont intégrer le gouvernement et certains pans de l'appareil étatique rwandais. Et les rebelles, c'est-à-dire que les combattants, devront intégrer l'armée rwandaise. Or, ce que Habyarimana ne savait pas, c'est que c'était un piège. Parce que à la faveur de ces accords d'Arusha, Kagame et ses hommes ont infiltré l'appareil étatique, c'est-à-dire qu'ils ont infiltré l'État rwandais. Parce que l'objectif de Kagame, ce n'était pas de participer à une quelconque élection au Rwanda. Non, l'objectif de Kagame, c'était de renverser le régime d'Habyarimana et de prendre le pouvoir. Écoutez très bien comment je suis en train de développer le problème et on va arriver à ce qui se passe en ce moment en RDC. Alors, Kagame se rend donc compte qu'il ne peut pas gagner des élections au Rwanda parce que les Hutus sont majoritaires par rapport aux Tutsis. Voilà pourquoi il cherchait à tout faire pour faire tomber le régime de Habyarimana. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Kagame et ses hommes vont multiplier des réunions au cours desquelles il est question d'abattre l'avion de Juvenal Habyarimana. C'est ainsi que le 6 avril 1994, le président Juvenal Habyarimana se rend à une réunion à Arusha dont on ignorait vraiment l'objet. Il se rend à une réunion à Arusha. En fait, c'était un piège qui lui a été tendu pour qu'au moment
où il va rentrer avec son avion, ce dernier soit abattu et il meurt. Alors, il s'est donc rendu à Arusha avec certains membres de sa garde, certains de ses proches collaborateurs, etc. Et Paul Kagame, informé de cela, va envoyer un certain Patrick Karegeya, le colonel Patrick Karegeya, qui était membre du FPR en charge du renseignement extérieur. Karegeya était présent lors des travaux qui se tenaient à Arusha, travaux auxquels le président Habyarimana prenait part. C'est lui qui renseignait Paul Kagame sur tous les mouvements d'Habyarimana. Bon, quand la réunion est finie vers 18h, 19h, 20h, parce que normalement la réunion aurait dû finir un peu plus tôt, vers 15h, 16h. D'abord, elle a commencé tard. Voilà pourquoi elle est également, elle s'est achevée tout aussi tard. Alors, quand la réunion s'achève, donc Habyarimana et toute sa délégation rentrent donc sur Kigali. Ils prennent l'avion. Quand l'avion approche l'aéroport de Kigali, il y a 2 tireurs d'élite, c'est-à-dire que des proches de Kagame, qui sont postés au niveau de Masaka. Quand l'avion arrive à leur portée, l'un des tireurs largue le premier missile, ça rate sa cible. C'est le second tir de missile qui va atteindre l'avion. Voilà comment Juvenal Habyarimana, Cyprien Taryamira, qui était le président du Burundi, et tous les membres de leur délégation vont périr dans l'avion qui va être l'objet d'un crash. Et après donc que les gars de Kagame aient abattu l'avion, le génocide va donc commencer. Les Tutsis, c'est-à-dire que les fidèles du régime d'Habyarimana vont se venger sur les Tutsis, de même que les hommes de Kagame vont massacrer les Hutus et les Tutsis mélangés, notamment au niveau du nord. Mais les caméras des télévisions occidentales ne vont braquer leurs projecteurs que sur les massacres commis par les hommes de Habyarimana. Alors, le génocide va durer, je crois, 3 ou 4 mois, du 6 avril 1994 à, je crois, à fin juillet de la même année. Alors, Paul Kagame, à l'issue de ce génocide-là, réussit à renverser le régime de Habyarimana et il s'installe au pouvoir. Et je tiens à rappeler que Kagame était soutenu par les Américains, puisque, bon, il a été formé aux États-Unis par la CIA américaine dans le domaine du renseignement, etc. Alors, les Américains vont donc aider le FPR et Paul Kagame à s'installer au pouvoir. Après que Kagame ait donc pris le pouvoir au Rwanda, ces hommes vont pourchasser parce que des dizaines, c'est-à-dire que des dizaines de milliers de civils Hutus vont fuir du côté de la République démocratique du Congo. Bon, y compris les milices Interahamwe, les milices Hutus Interahamwe qui défendaient le régime de Habyarimana, sans compter les soldats de l'armée rwandaise, quoi. Ils vont fuir. Tout ce beau monde-là va fuir du côté de la RDC pour s'y installer, notamment au niveau de l'Est. Les hommes de Kagame vont les pourchasser jusque là-bas pour les massacrer, pour les tuer. Entre 1994, c'est-à-dire qu'entre juillet 1994 et mai 1997, des millions de civils Hutus et même des Congolais qui vivaient à l'est de la RDC ont été massacrés par les hommes de Kagame, par l'armée patriotique rwandaise, parce que c'était la branche armée du FPR, dont le Front patriotique rwandais. Et les civils seront massacrés exactement aux endroits où se trouvent, où gisent des minerais tels que le coltan, parce que le coltan, c'est ce minerai qui sert à la fabrication des téléphones portables que vous utilisez pour me regarder là.
Ah oui, ils vont donc se mettre à massacrer les civils. Les gars de Kagame, hein, ils vont traverser la frontière pour massacrer. Et le prétexte utilisé pour ces massacres-là, c'est que non, les personnes qui sont tuées là, ce sont les fidèles du régime de Habyarimana qui se servent de l'Est de la RDC comme base arrière pour attaquer le régime de Kagame, dont les milices les ex-miliciens Interahamwe, les anciens soldats de l'armée rwandaise qui ont servi sous Habyarimana. Voilà le prétexte qui a été avancé par Kagame pour chasser ces gars jusqu'à l'est du Congo où ils sont allés s'installer. Voilà. Après donc que les Américains aient installé Paul Kagame au pouvoir, la prochaine étape sera de faire tomber Mobutu parce que Mobutu, au départ, est un agent de la CIA parce que les Américains sont passés par Mobutu pour assassiner Patrice Lumumba, qui était un nationaliste qu'on ne présente plus. Alors, les Américains, en 1961, le 17 janvier, passent par Mobutu pour assassiner Lumumba. Or, au début des années 90, les Américains se rendent compte que Mobutu est de plus en plus proche de la France. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Mobutu a apporté son soutien à Habyarimana au moment où ce dernier était attaqué par les rebelles de Paul Kagame, les rebelles du FPR. C'est ce qui a donc énervé les Américains qui ont donc lâché Mobutu pour soutenir Laurent Désiré Kabila. Alors le 18 octobre 1996, un mouvement rebelle est créé avec l'appui des Américains, de Paul Kagame, donc du clan de Kagame. Alors AFDL a pour chef Laurent Désiré Kabila, qui était un lumumbiste pur et dur. Alors l'AFDL, c'est ce mouvement rebelle, va donc marcher sur tout le Zaïre, comme ça s'appelait à l'époque. Ils vont donc marcher sur tout le Zaïre, ils vont prendre des villes les unes après les autres, jusqu'à la chute de Mobutu, le 17 mai 1997. Alors, quand Kabila s'installe donc au pouvoir après avoir renversé Mobutu, bien entendu, les Rwandais deviennent de plus en plus nombreux en République démocratique du Congo, parce que le Zaïre, à l'arrivée de Kabila, Laurent Désiré, a été baptisé République démocratique du Congo. Alors, après l'arrivée de Laurent Désiré Kabila au pouvoir, les Rwandais étaient de plus en plus nombreux en République démocratique du Congo, à tel point qu'ils narguaient même les Congolais de souche, et même au sein de l'armée congolaise. James Kabarebe, qui était le chef d'état-major à l'époque de l'armée rwandaise, c'est-à-dire qu'un proche de Paul Kagame, était en même temps le chef d'état-major de l'armée congolaise. Donc, l'appareil sécuritaire, l'appareil de l'État congolais en général était, permettez-moi l'expression, infiltré par les gars de Kagame déjà. Les Congolais commençaient déjà à trouver les Rwandais encombrants à tel point qu'ils se sont mis à manifester dans la rue pour demander leur départ. Alors, Laurent Désiré Kabila s'est donc plié à cette volonté populaire et il a donc commencé à chasser les Rwandais et les Ougandais parce que les AFD, dont la rébellion que dirigeait Laurent Désiré Kabila, était faite de Rwandais et d'Ougandais qui étaient soutenus par Kagame et Yoweri Museveni. Alors, il a donc commencé à les chasser. Et pour les avoir expulsés, il s'est mis les États-Unis et le clan Kagame à dos. Tout comme Yoweri Museveni d'ailleurs. Et tout ce beau monde-là va donc déclencher ce qu'on appelle la deuxième guerre du Congo. Elle va éclater le 2 août 1998. D'où la naissance du RCD Goma. Et le RCD Goma était composé de rebelles de l'AFDL qui ont porté Laurent Désiré Kabila au pouvoir, des Tutsis congolais, c'est-à-dire que les Tutsis qui ont fui l'arrivée des Hutus
après la proclamation de l'indépendance du Rwanda en 1959, ce dont je vous ai parlé dès le début. Cet outil congolais-là était appelé les Banya Mulenge. Et parmi les chefs du RCD Goma se trouvait un certain Laurent Nkunda Batware. Vous comprendrez pourquoi je cite son nom tout à l'heure. Le RCD Goma va donc se déporter du côté de Butare, donc à l'est de la RDC, pour mener un certain nombre d'actions de déstabilisation du Congo. Et pendant que l'est de la RDC est déstabilisé, les multinationales occidentales font quoi? Elles exploitent les ressources du sous-sol de la RDC, parce que la RDC, l'est de la RDC est immensement riche en uranium, en cassitérite, en coltan, etc. Donc tout ce que vous pouvez imaginer en termes de minerais, on retrouve tout cela en République démocratique du Congo. Laurent Désiré Kabila est donc déclaré ennemi numéro 1 aussi bien des États-Unis que du Rwanda, qui l'ont porté au pouvoir. C'est ainsi que le 16 janvier 2001, Laurent Désiré Kabila va être assassiné et il sera remplacé par son fils adoptif, Joseph Kabila. Joseph Kabila arrive donc au pouvoir et c'est la communauté, la fameuse communauté internationale qui le place à la tête de l'État congolais. Malgré l'arrivée de Joseph Kabila au pouvoir, les combats se poursuivent au niveau de l'Est de la RDC. Donc des combats qui sont menés par le RCD Goma. Et le prétexte que Paul Kagame utilisait pour soutenir, parce que c'est Paul Kagame qui parrainait le RCD Goma. Alors le prétexte était que non, il y a des gars du FDLR, parce que le FDLR était constitué d'anciens miliciens Interahamwe, dont les miliciens Hutus, sous Juvenal Habyarimana, qui, à l'instigation de Laurent Désiré Kabila, avait constitué le FDLR pour appuyer Laurent Désiré Kabila en lutte contre les rebelles Tutsis soutenus par Paul Kagame. Alors, pour faire taire les armes, en décembre 2002, à Sun City, en Afrique du Sud, un accord est signé entre le gouvernement, les partis d'opposition et les différents mouvements rebelles qui sévissaient en République démocratique du Congo. Et à l'issue des accords de Sun City, un gouvernement de transition va être mis en place. Et ce gouvernement de transition avait pour petit nom 1+4, donc un président et 4 vice-présidents. Et parmi les 4 vice-présidents se trouvait un certain Azayas Roberwa, qui était le représentant du RCD Goma au sein de ce gouvernement. Et le prétexte que les rebelles du RCD Goma avançaient pour combattre le gouvernement congolais, c'était que non, ils étaient marginalisés par le gouvernement congolais, ce qui était faux. Ce qui était archi faux. Parce que les Tutsis congolais étaient très bien intégrés au sein de l'administration zaïroise au temps de Mobutu. Les étudiants Tutsis congolais avaient plus d'avantages en termes de bourses scolaires que les autres composantes sociologiques en RDC. Donc, ils utilisaient des prétextes comme la marginalisation, comme le fait de ne pas être mieux représentés au sein de la haute administration pour prendre les armes et déstabiliser la RDC. Voilà le problème. Voilà leur problème. Alors, après donc les accords de Sun City, après la mise en place d'un gouvernement de transition, Laurent Nkunda, dont je parlais tout à l'heure là. Laurent Nkunda, parce que après la mise en place du gouvernement de transition, il sera affecté. Laurent Nkunda, qui était, je crois, général, a été nommé à Kinshasa comme, je crois, général de brigade. Le gars a dit niet, il ne veut pas de ce poste, il veut seulement aller
au niveau de l'est de la RDC, là où il y a beaucoup de minerais, là où il peut avoir beaucoup d'argent, etc., etc. Voilà pourquoi lui et ses gars, ils décident de se rebeller à nouveau contre le gouvernement congolais. Et ils vont se déporter du côté de Bukavu, où ils vont prendre les armes et continuer à combattre le gouvernement congolais. Nous sommes là en juin 2004. En janvier 2006, Laurent Nkunda et ses hommes créent un mouvement politico-militaire qui était appelé le CNDP, le Congrès national pour la défense du peuple. C'est-à-dire qu'ils créent un mouvement rebelle comme ça parce qu'ils disent que non, les accords signés précédemment n'ont pas été respectés, etc., etc. Donc, ils utilisent des arguments bidons, quoi, pour se rebeller contre le gouvernement congolais, malgré tous les accords, malgré tous les efforts que fournit le gouvernement congolais pour intégrer les Tutsis congolais au sein de l'appareil, au sein de la haute administration de la République démocratique du Congo. Donc, ils utilisent toujours des arguments bidons pour déstabiliser le Congo-Zaïre. Je disais tantôt qu'en janvier 2006, Laurent Nkunda, qui est soutenu, qui est parrainé par Paul Kagame, parce que d'ailleurs, Laurent Nkunda a été membre du FPR. Donc, il a intégré le Front patriotique rwandais au début des années 90. En 92, plus précisément. Alors, il a donc créé ce mouvement politico-militaire. Et en janvier 2009, suite à une mésentente avec certains de ses lieutenants, certains de ses proches collaborateurs au sein du CNDP, il décide donc de s'exiler, c'est-à-dire qu'il fuit la RDC pour aller s'installer au Rwanda. Et il se met sous la protection de Kagame. C'est vrai qu'à l'époque, on avait fait croire à l'opinion internationale que non, Paul Kagame avait fait arrêter Laurent Nkunda, ce qui était faux. Laurent Nkunda n'avait jamais été arrêté. Il s'est mis sous la protection de Paul Kagame et en ce moment, il est en résidence surveillée dans une ville rwandaise qui est frontalière de l'Est de la RDC. Donc, Paul Kagame ne lui a jamais rien fait, il ne l'a jamais jugé, malgré le fait que le gouvernement congolais ait demandé son extradition pour qu'il soit jugé pour crime contre l'humanité. Mais jusqu'à présent, Laurent Nkunda Batware demeure sous la protection de Paul Kagame. Alors, le 23 mars 2009, le CNDP, dont les hommes de Laurent Nkunda, signent un accord avec le gouvernement congolais. Et selon cet accord-là, les éléments du CNDP devaient intégrer l'armée et la police congolaise. Et ils devaient également transformer leur mouvement rebelle en parti politique. Donc voilà les accords. Les accords ont été signés, je crois, au Kenya, si je ne me trompe pas. Mais en 2012, alors qu'on croyait la situation réglée, on voit un M23 qui émerge. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils disent que non, les accords du 23 mars 2009 n'ont jamais été réglés. Donc quand vous entendez M23, le 23 là, ça signifie l'accord du 23 avril 2009. Et ce qui a créé le M23, ce sont les gars de Laurent Nkunda. Ce sont les gars de Laurent Nkunda qui ont fait partie du CNDP. C'est-à-dire que les rebelles de l'ex-CNDP, ce sont eux qui ont formé le M23. Et ils sont au sein de l'armée, au sein de l'armée congolaise, au sein de la police congolaise. Donc ils se sont rebellés contre le gouvernement congolais pour créer un mouvement rebelle afin de déstabiliser la RDC. Voilà donc d'où naît le problème, mesdames et messieurs. Voilà donc d'où naît ce conflit entre le Rwanda et la RDC qui est en cours. En fait, ce qui se passe en RDC, c'est que les compagnies minières occidentales qui exploitent le sous-sol congolais ne veulent pas d'une administration forte
en RDC, ne veut pas d'une RDC qui est en paix, qui est stable. Voilà le problème. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, tous ces accords dont vous avez entendu parler, et l'accord de Sound City, et l'accord du 23 mars 2009, tout ça, c'est-à-dire que c'est une technique utilisée par Kagame, par la fameuse communauté internationale pour infiltrer l'appareil d'État congolais. Donc, il profite de ces accords-là pour infiltrer l'État congolais et lui faire du chantage. En avançant des arguments bidons tels que voilà, les accords n'ont pas été respectés, ceux qui devaient être intégrés au sein de l'armée congolaise, au sein de la police congolaise, n'ont toujours pas été intégrés, les Tutsis congolais sont marginalisés, etc., etc. Alors que tout cela est faux. Ce n'est qu'un prétexte pour déstabiliser le Congo, parce que plus le Congo est déstabilisé, notamment à l'Est, mieux ça profite aux compagnies étrangères qui exploitent les ressources du sous-sol de ce pays. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Voilà pourquoi je vais lancer un appel aux Congolais qui me regardent depuis la RDC là. Batonyoso, j'ai un conseil à vous donner. J'ai un conseil à vous donner. N'acceptez plus jamais quelque négociation que ce soit avec les hommes de Kagame. Parce que pendant des années, vous avez négocié avec eux, vous avez signé des accords avec eux, mais on a comme le sentiment que leur objectif, c'est de déstabiliser votre pays pour que les compagnies, pour que les sociétés, pour que les multinationales américaines, belges, françaises, etc. en profitent. Profitent des ressources du sous-sol de votre pays. N'acceptez plus. Battez-vous jusqu'à la dernière goutte de votre sang pour préserver l'unité et l'intégrité du Congo, de la RDC. Ne négociez plus avec ces gens. Parce que c'est la tactique de Paul Kagame. C'est la tactique de Paul Kagame, c'est-à-dire qu'il décide d'attaquer, de faire du chantage, de bousculer les autorités, de déstabiliser un pays pour qu'on en arrive à des négociations qui aboutiront à des accords. Et maintenant, ils prendront pour prétexte le non-respect de ces accords-là pour vous faire chanter éternellement. Et c'est ce que Paul Kagame a eu à faire au Rwanda après les accords d'Arusha de 1993. C'est la même chose. Donc, mes très chers frères du Congo-Kinshasa, n'acceptez plus de négocier avec les gars de Kagame. Il faut vous mettre tous comme un seul homme derrière votre armée afin de bouter hors de votre territoire ces bandits, ces délinquants qui sont en train de vouloir déstabiliser votre pays. Vous avez compris? Il ne faut même plus négocier avec ces gens-là. Il ne faut plus négocier avec ces gens. Parce que ce qu'ils sont en train de faire là, c'est du chantage pur et simple. C'est-à-dire qu'il veut créer une atmosphère de chien-lit qui sera profitable à ces multinationales occidentales qui veulent continuer à piller les ressources de la RDC. Voilà ce que j'avais à dire concernant l'actualité relative à la situation en ce moment en République démocratique du Congo. Merci à tous ceux qui étaient connectés. N'oubliez pas, comme je vous le disais tantôt, de vous abonner à ma page et de cliquer sur la cloche de notification. N'oubliez pas également de cliquer au bas de cette vidéo. Vous y verrez un symbole du dollar. Lorsque vous cliquez dessus, vous pouvez acheter un badge Super Chat ou Super Sticker. Ainsi, vous contribuerez financièrement au bon fonctionnement de cette chaîne YouTube. Merci d'avoir écouté et à très bientôt pour une autre séance et sur un autre thème. Bonjour, bonsoir.